Bonjour à tous. Alors on démarre la deuxième journée de Tech for Retail et je suis vraiment très content d'accueillir Hervé Navellou, que j'ai connu dans le business pendant de nombreuses années, qui est le patron de L'Oréal France. L'Oréal aujourd'hui, il va vous en parler, il a une partie de son équipe qui est là, fait une grosse partie de son business en e-commerce. J'étais moi-même surpris quand j'ai eu les chiffres, puisqu'on parle de plus de 25%. Et je pense qu'on pense toujours à Amazon, on pense toujours aux retailers. Bah, vous allez voir que L'Oréal, ils sont presque en train de devenir un retailer pour vendre leurs produits. Donc, peut-être pas on laisse la complètement, scène mais à merci notre ami. Pascal. Merci Pascal, bienvenue, bonjour à tous. On n'est pas encore des retailers au sens où tu l'entends, mais bon, je vais essayer en quelques minutes de vous donner un peu la vision qu'on a effectivement de cette révolution digitale et de ce qui s'y passe. Donc je suis très heureux en tout cas d'échanger sur ce beau sujet qu'est l'immersion de la technologie dans nos vies et dans nos métiers. La crise Covid l'a sans doute accéléré, mais le phénomène était déjà là. Nous sommes devenus des êtres digitaux, aux usages profondément modifiés, ça vous le savez, et vous êtes sans doute comme moi, à commander le matin sur votre smartphone un livre qui vous manquait et qui arrivera cet après-midi, à réserver vos courses et passer les prendre 3 heures après, à comparer le soir les prix et les offres pour Noël, etc. etc. Le digital est devenu le prolongement de nos vies. Nous sommes des consommateurs augmentés, vous le savez tous, car oui, à la base, et commençons par ça, il y a d'abord le consommateur, c'est-à-dire nous tous, l'alpha et l'oméga de nos métiers. Tout commence par son envie et tout finit dans ses mains. Après la pandémie, on l'a vu dans les études, à 75%, ce consommateur juge qu'il est possible de transformer rapidement nos comportements. Pour le dire autrement, il est devenu évanescent, changeant, multicanal. On l'attend en boutique, on le retrouve derrière son écran, on imagine qu'il veut du neuf, il s'intéresse de plus en plus à la seconde main et se veut plus responsable écologiquement. Il a les moyens de comparer les prix, les produits, et cherche la meilleure offre au moment qui lui convient. Du coup, ses attentes sont multiformes, mais une constante revient. Il veut de la transparence, de la qualité, de la vérité. Cette société des réseaux sociaux, où l'on est passé de l'intime à l'extime, où tout se sait et où tout se montre, nous oblige à la transparence. Ce n'est plus un bonus, c'est un devoir. Car il en va de la confiance du consommateur. Trust en anglais, qui nous permet un bel acronyme, transparence, relationnel, humain, sustainability, durabilité donc, et technologie. La confiance dans une marque, la confiance dans une enseigne, la confiance dans une entreprise se mérite plus que jamais. Le consommateur peut comparer, écouter des avis différents, au point d'ailleurs d'en être saturé, désorienté et d'avoir du mal à choisir. Nous sommes passés, c'est clair, d'une société verticale où la parole d'en haut redescendait en fines gouttelettes sur l'esprit des consommateurs, c'était la publicité de masse à la télévision par exemple, à une société horizontale où chacun devient roi en son royaume. De la masse donc à l'individu. C'est cette fragmentation qui nous rend à la fois plus exigeants et plus suspicieux. C'est ce qui vous a fait comparer des offres peut-être ce matin sur votre tablette ou qui vous mènera derrière votre ordinateur ce soir pour vérifier que tel ou tel produit est bien conçu de façon responsable. Cette fragmentation fait partie de notre vie à tous. Nous sommes dans un parcours client permanent. C'est ce qu'on appelle le always on, une communication de tous les instants qui nous cible à tout moment. On estime que chacun d'entre nous est en contact avec plus de 1000 marques par jour. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce sont les chiffres qu'on donne. Et ces stimuli de plus en plus nombreux construisent notre imaginaire collectif. Au moment même où le paysage médiatique explose, la pub ne se résume plus à un spot de 20 heures à destination de la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Nous sommes tous cette ménagère et il est 20 heures toute la journée. Car Internet a envahi nos existences. 7 heures par jour, en moyenne, derrière des écrans en 2021, c'est presque autant que notre sommeil. Et c'est ce qui mène à l'émergence de nouveaux moyens
de vente qui ont pour fondement évidemment le digital, les Amazon VP et autres. Le e-commerce, c'est en France pour nous déjà 15% de ventes et c'est déjà un niveau de 50% des ventes du groupe en Chine. La révolution digitale fait émerger de nouveaux modèles de commerce et de nouveaux acteurs offrant plus de choix, plus d'expérience, plus de convenience. Prenons par exemple le offline et le online avec notre marque Lancôme. C'est le digital qui nous a apporté le besoin de repenser l'expérience physique dans les boutiques. La boutique devient l'aboutissement de ce chemin qui est d'abord virtuel. Et dans cet aboutissement, le contact en physique doit être plus fort. On doit y trouver plus que jamais ce que le digital ne permet pas, une expérience, une personnalité, de l'humain, des services. L'univers digital, c'est aussi plus de choix, à l'instar des marketplaces qui grandissent à vitesse VV', disponibles anytime. Et c'est aussi ce que beaucoup de retailers en France aussi désormais développent, à travers de nouveaux modes de distribution comme le drive, bien sûr, qui facilitent la vie de nombreuses ménagères. Dans ce grand chamboulement que je viens de décrire, le nouveau Graal est devenu la data. Ce doit être demain notre premier focus et une nouvelle approche dans la collaboration entre retailers et marques. Vous, retailers, pour ceux qui sont ici dans la salle, vous êtes des généralistes de la vente et vous connaissez parfaitement vos clients. Nous, marques, nous sommes des spécialistes et nous connaissons les tendances porteuses sur nos marchés. Si nous travaillons efficacement ensemble, généralistes et spécialistes, main dans la main, nous pourrons stimuler nos activités. Vous avez, retailers, accès à des données précises qui nous permettront de savoir, par exemple, qui consomme des produits de beauté ou pas, du mascara et pas de rouge à lèvres, ou qui s'intéresse aux produits respectueux de l'environnement. Collectivement et grâce demain aux nouvelles technologies, nous pourrons mieux cibler les différents types de consommateurs, mieux les activer, mieux les satisfaire. Car en ces temps de changement, nous devons, côté marque, pouvoir activer en même temps tous les leviers et donc du coup repenser nos organisations et nos façons de faire traditionnelles. Le en même temps, c'est en même temps le contenu et le social. En même temps, les services personnalisés, le offline, le online, les e-retailers. En même temps, le CRM et les médias. C'est une sorte de chaîne invisible dont nous devons connecter tous les maillons sous peine de passer à côté des attentes du consommateur. Sur ce vaste marché de la beauté, nous évoluons dans nos partenariats, VP par exemple en France, Amazon évidemment, les e-retailers qui se développent également. Ces nouveaux acteurs qui, pour beaucoup d'entre eux, n'existaient pas il y a 20 ans, grandissent à vive allure. Leur force vient d'une seule chose, elle vient de leur modèle systématiquement centré autour du client. Tout est fait pour qu'il ait un choix très large, une rapidité de service importante, une comparaison, des prix adaptés, des offres personnalisées. Or, nous l'avons vu, c'est ce que cherche le client roi d'aujourd'hui. Et au-delà des partenariats, nous évoluons nous-mêmes aussi dans nos manières de communiquer. Nos investissements dans les médias digitaux, en France par exemple, ont augmenté de plus de 65% dans les 2 dernières années. Ils pèsent désormais 40% de nos investissements médias totaux. Et l'approche est désormais celle du full funnel, de l'awareness à la conversion. Si on parle digital, c'est le lieu par excellence des formats courts, de parfois seulement 10 secondes, et c'est aussi le lieu où on peut cibler, grâce aux médias à la performance, des publics avec beaucoup de précision en fonction des envies et des goûts de chacun. Enfin, et c'est important, la publicité nouvelle ne se fait plus seulement au travers d'écrans de masse, mais à travers de vrais gens, des influenceurs, des prescripteurs. Prenons l'exemple du mascara de Maybelline Sky High, innovation lancée il y a un peu plus d'1 an et que nous avons activé sur TikTok. 13 millions d'impressions, 3 millions de reach, la part de marché multipliée par 2, tout simplement par cette activation. Autre exemple que nous n'aurions pas forcément imaginé il y a 10 ans, le plan Garnier Skin Advocate, monté sur la franchise Skin Active en soins de la peau. Et là aussi, en l'occurrence, ce sont 2 sœurs, les sœurs Quadratus, qui adorent depuis toujours les produits Garnier et qui sont devenues nos meilleures ambassadrices sur la gamme Pure Active.
En fait, ce ne sont plus seulement des stars qui font notre communication, ce sont des vrais gens qui racontent leur vraie expérience en affinité avec la marque et leur communauté, et ça fait franchement toute la différence. La recette magique, c'est aussi pour des marques dermocosmétiques comme CeraVe dans l'univers des pharmacies, d'allier la caution d'un professionnel, de dermatologue très engagé, au témoignage d'influenceurs crédibles. Le tout, évidemment, et je le répète et c'est important, dans la transparence et la sincérité les plus complètes. Mentir, se masquer n'est pas une option et l'approximation non plus. Et les réseaux sociaux l'ont bien compris. D'ailleurs, vous le savez, les réseaux sociaux se transforment déjà en commerçants et plus seulement en plateformes qui facilitent la vente. Et ils vont aller plus loin, se mettre à vendre eux-mêmes. C'est une donnée à avoir en tête et à prendre en considération. Nous sommes donc entrés dans une époque où la qualité du produit, bien sûr, reste indispensable, mais où elle est insuffisante si on ne l'enrichit pas de services et d'innovations. Nous sommes à l'ère de la beauté augmentée. 2 exemples de ce que nous faisons. À gauche, Modiface, un outil d'intelligence artificielle très simple qui permet à cette jeune femme, de composer une palette de soins de maquillage en se regardant dans ces miroirs de nos vies que sont devenus les smartphones. Autre exemple à droite, là aussi grâce à l'intelligence artificielle, elle va, grâce à un nouveau device que nous testons en ce moment live au bon marché, elle va pouvoir créer son rouge à lèvres Yves Saint Laurent sur mesure et acheter ce qui lui permettra de faire son rouge à lèvres avec un choix possible de 1000 teintes et avec des recharges qui sont ici. On passe de la masse au sur-mesure, de l'indéterminé au particulier. Je trouve que ce sont des belles illustrations de ce que la tech va permettre demain, en attendant l'arrivée dans nos vies de l'étape suivante, on verra bien, mais ça s'annonce, du métaverse qui va encore un peu plus changer la donne. Et puis, dernier point, il faut savoir créer des événements digitaux percutants, adaptés à l'univers digital, comme nous le faisons avec VP et le Beauty Friday ou avec Alibaba et le Double 11 en Chine. C'est là aussi que les grandes marques et les distributeurs peuvent et doivent mieux collaborer, aidés par cette technologie qui nous permet de mieux scénariser et de plus créer l'envie. Donc créons des événements qui nous seront profitables à tous et qui profiteront bien sûr aussi aux consommateurs. Pour finir, et je m'en arrêterai là, et vous aurez peut-être des questions, pour nous, L'Oréal, l'enjeu, c'est de faire de la tech une force positive qui améliore la vie des gens, respecte la planète, évidemment, et élève nos collaborateurs avec le sens de l'éthique et de la responsabilité. Et c'est bien ce que nous voulons signifier dans notre raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde. Voilà, je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis prêt à y répondre s'il y en a. Est-ce que tu as des questions, Pascal? Oui. Hervé, comment vous faites évoluer vos organisations pour intégrer le digital? Alors c'est un petit peu ce que j'ai montré tout à l'heure, hein, ce cercle qui en fait nous amène dans nos organisations marketing à changer pas mal les choses. Au fond, si je regarde les organisations que nous avions il y a 10-15 ans, et les modèles surtout sur lesquels nous travaillions à l'époque, tout était séquencé. On développait le produit, on préparait son plan de lancement en interne, puis ensuite on le présentait au client, et enfin 3, 4, 5 mois après, il arrivait sur le terrain. Des choses avec l'e-commerce ont complètement changé, tout est simultané. Je parlais du always on tout à l'heure, et cette nouvelle donne nous oblige aujourd'hui, et c'est plutôt une bonne chose, à effectivement faire en sorte que tous les leviers soient activés en même temps. Le produit, le média, mais le média traditionnel comme le média digital, le contenu enrichi, le CRM, le off et le on. Hein, et donc nos organisations aujourd'hui sont conçues dans ce qu'on appelle ces fleurs du marketing 3.0 qui regroupent intégralement tous les leviers de l'activation. Et ça, nos différentes marques et divisions l'ont mis en place avec pas mal de succès. Bonjour Hervé. Est-ce que tu peux nous décrire
le rôle que représente l'animation des communautés, des influenceurs aujourd'hui dans vos modes de commercialisation. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que vous faites en interne, qu'est-ce que vous faites en externe? D'abord, ça devient, c'est vrai, un levier assez important, hein, j'en ai pas mal parlé tout à l'heure, qu'on suit d'ailleurs spécifiquement dans nos PNL, hein, puisque chacune de nos marques y dédie un certain budget. Ça requiert aussi des compétences, ça requiert pas mal de rigueur, parce qu'il s'agit de trouver un influenceur ou un prescripteur complètement en affinité avec ce que sont nos marques. Et ça requiert surtout d'établir une relation extrêmement claire, éthique entre la marque et cet influenceur. Donc on a une personne au centre au niveau du groupe en France qui gère cela en lien avec les marques, et chaque marque effectivement s'est organisée pour piloter ce sujet de façon très régulière. Et on s'efforce aujourd'hui d'avoir sur chacune de nos grandes marques en tout cas des stratégies adaptées aussi au type de communauté qu'on cherche à toucher et à viser, et donc d'avoir des porte-paroles ou des relais qui sont le reflet aussi des valeurs de la marque. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se pilote. Ça ne se décide pas comme ça et ça ne se laisse pas travailler sur le côté. C'est quelque chose qu'on organise beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Oui, alors le micro est là. Oui, merci beaucoup. Je suis très admirative du côté technologique que L'Oréal a mis en place, notamment avec Vichy, par exemple, la manière dont on est conseillé pour avoir une meilleure crème adaptée à ce qu'on porte. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est où est l'éthique, notamment l'éthique de l'intelligence artificielle derrière. On voit qu'aujourd'hui, le deep learning fait que potentiellement, on ne sait pas forcément comment ça a été construit. Il a des biais potentiellement derrière. Il a des biais potentiellement derrière. La beauté, c'est quelque chose de très subjectif, qui est très localisé. Qu'est-ce qui fait L'Oréal pour assurer qu'il ait moins de biais, que justement il n'ait pas moins de potentiel danger avec des influenceurs, l'intelligence artificielle qui prend la parole d'une certaine façon aujourd'hui dans la beauté? Vous parlez des biais Beauty Advisor? Ça peut être des beauty advisors, des influenceurs, mais également des algorithmes qui conseillent quelque chose qui pourrait créer potentiellement un biais. Ah, un biais, pardon. Tout à fait, un biais. Non, là-dessus, là vous faites référence à un outil de diagnostic de peau hein, qu'on a développé effectivement sur Vichy et qu'on développe sur d'autres marques. Oui. C'est un peu la même logique de ce que j'ai montré sur le maquillage. C'est une aide au choix pour la consommatrice. C'est évidemment développé avec nos scientifiques des laboratoires. C'est super sérieux. C'est totalement éthique. Et la femme qui a recours à ce genre de diagnostic, en fait, va renseigner l'outil sur ce qu'elle estime être son type de peau, sur son âge, sur le type de soins qu'elle veut en fonction du climat dans lequel elle se trouve, etc. etc. Tout ça étant, je vous rassure, nous on est très, très, très attentifs aussi à la réglementation et au RGPD, hein, donc c'est extrêmement cadré. Mais en revanche, effectivement, c'est un vrai outil pour soi, chez soi éventuellement, hein, derrière son écran, pour déjà orienter ses achats et ses préférences. Deuxio, ce même outil, effectivement, on l'utilise aussi parfois sur le terrain avec des conseillères. Là aussi, pour, au fond, avoir, je dirais, un outil plus sérieux, plus élaboré, plus précis, permettant à nos conseillères de conseiller les femmes sur des rituels ou des routines qui leur correspondent vraiment. Hein, donc, mais rassurez-vous, c'est très encadré. Et vous avez raison de poser la question sur l'éthique. Hein. Je pense que tout ce que je vous montre aujourd'hui et tout ce que nous développons, et c'est pour ça que j'en ai parlé à la fin, il s'agit vraiment de garder à l'esprit que nos enjeux sont bien sûr de nous moderniser, d'accompagner cette révolution technologique, mais effectivement de garder des principes et des valeurs extrêmement fortes. Ça, c'est évident. Évident et c'est très important. Et on a chez nous j'allais dire les remparts pour ça et on y prête une grande attention. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, je suis Otto Hersen de la signature de bijouterie de Mila Toledo. Nous fabriquons la couronne de Miss Venezuela. Alors, félicitations pour le successful. La question, ça c'est précisément pour les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y avait une sélection de les influencers pour travailler pour la beauté de L'Oréal sur Instagram, TikTok, etc.? Le choix des réseaux sociaux, il est là aussi un peu dépendant du type de produit, du type de marque, de l'affinité de cette marque avec telle et telle communauté aussi de consommateurs. Certaines marques seront, parce qu'elles sont très visuelles, plus Instagram affines que d'autres. Donc le choix de nos présences ou activations sur les réseaux sociaux est vraiment très dépendant de la marque, de son public, de son message aussi. Donc il n'y a pas de règle unique et on ne met pas toutes les marques sur tous les réseaux sociaux. On essaie d'avoir là aussi des stratégies un peu ciblées et cohérentes par rapport à leur positionnement, à leur histoire, à leur contenu. Voilà. Par exemple, je ne sais pas moi, une marque de maquillage jeune, effectivement, elle sera fortement présente sur Instagram ou aussi sur TikTok, par exemple. Bonjour monsieur. Bonjour. On voit une montée des applications mobiles qui permettent de noter les produits, notamment d'identifier les perturbateurs endocriniens. Je pense aux apps telles que Yuka, Incy Beauty, etc. Quelle est la stratégie du groupe L'Oréal vis-à-vis de ces nouveaux outils avec certains produits L'Oréal qui ne sont pas forcément très bien notés? Voilà, quelle est votre stratégie pour adresser ça? Merci de me poser la question parce que ça c'est un sujet qui m'est cher. D'abord, je voudrais juste redire ici une vérité simple, c'est que chez L'Oréal, la sécurité des produits, leur totale innocuité est quelque chose qu'on surveille comme le lait sur le feu depuis qu'on est né. Donc on a une armée de toxicologues, de pharmaciens, de médecins qui aujourd'hui développent nos formules de soins, de produits de maquillage, de coloration, de soins capillaires. Et donc on garantit pour tout produit une parfaite innocuité. Je sais qu'il y a pas mal de débats sur les ingrédients, notamment cosmétiques, et notamment activés par des applications comme Yuka. Très bien, qu'elles mettent le débat sur la place publique ne me gêne pas. La seule chose qui me gêne, c'est la méthode. Aujourd'hui, ces applications signalent la présence de tel et tel ingrédient, mais ne regardent jamais le dosage. Or, le dosage est à la base de tout quand vous parlez de sécurité et d'innocuité. Je vous prends l'exemple de l'arsenic. L'arsenic est présent dans des médicaments, et c'est un médicament potentiellement, quand il est dosé de façon infinitésimale, c'est un poison quand il ne l'est pas. D'accord ? Et ça s'applique à tous les ingrédients, à tout dans la vie. Et donc, aujourd'hui, moi, le dosage de nos produits, je peux vous dire, il est nickel, évidemment, parce qu'on le teste. Il n'y a pas un produit qui sort chez L'Oréal sur le marché sans plus de 100 tests de qualité. Donc, on est béton. Et donc, je vois ces débats. On a essayé de discuter d'ailleurs à l'époque avec Yuka là-dessus. Ils n'ont pas souhaité nous entendre. On leur a expliqué, écoutez, on comprend que vous alertiez sur ces sujets, mais alerter sans tenir compte du dosage est quand même un petit peu trompeur. Bon, voilà, on leur a dit, on n'a pas réussi à... Pour autant, ce qui est vrai, c'est que ça nous a amené quand même, et on ne le faisait pas avant, et je crois que c'est très important qu'on le fasse, et on le fait aujourd'hui, à être beaucoup plus transparent, pédagogue et informatif sur nos ingrédients. Aujourd'hui, on a créé un site accessible à tous les consommateurs pour leur expliquer ce que sont les actifs que nous utilisons. Donc ça, les gens y ont accès. Les versos de nos produits aussi ont été significativement retravaillés pour expliquer les composants, notamment sur des marques comme Garnier par exemple. On fait beaucoup d'efforts dans nos communications aussi pour expliquer ce sujet. Donc on avance. Et puis plus fondamentalement, puisqu'on parle d'ingrédients et de matières premières et d'actifs, notre recherche aujourd'hui, au-delà de la sécurité à laquelle on est très attaché, travaille surtout sur un projet qui s'appelle Green Science et qui vise, d'ici 2030, à avoir l'ensemble des actifs que nous utilisons totalement renouvelables ou issus de procédés circulaires et sans aucun impact environnemental. On est déjà assez en avance. On a plus de 60% de nos matières premières qui sont renouvelables. Et on a déjà, par exemple, sur des formules à rincer comme les shampoings et les gels douche, des formules qui sont à 95% biodégradables. Mais on a encore un peu de boulot là-dessus et nos laboratoires sont absolument mobilisés sur cet objectif d'ici 2030. Voilà.
Bon, on remercie Hervé et on dit De bravo nada. à L'Oréal. Merci à Grand vous. leader français. Toujours agréable de voir des très grands groupes français qui sont les plus grands groupes du monde. Merci beaucoup. Merci. Regarde le succès, tout le monde est là, ils ne peuvent même pas s'asseoir. Merci à vous, en tout cas, bravo. Hein.